écoute ceci. Écoutez. Bien les amis, c'est toujours un plaisir de vous avoir ici. Alors, cette sortie est très intéressante. Je te prie d'écouter. La riposte iranienne a frappé comme la foudre. Lors de la 39e vague de frappe, les forces armées de la République islamique ont pilonné des bases américaines dans le Golfe Persique, a annoncé le corps des gardiens de la révolution islamique. Dans la foulée, le CGRI a visé le quartier général de la 5e flotte américaine dans le port de Mina Salman à Bahreïn. Un message clair envoyé à Washington, à force de jouer avec le feu, ont fini par se brûler. Dans le même élan, les forces iraniennes ont frappé des infrastructures clés de la marine et du renseignement israélien à Haïfa. Le corps des gardiens de la révolution affirme avoir mené l'attaque la plus puissante contre des cibles américaines et israéliennes depuis le début du conflit. L'opération a été suivie de plus de 3 heures de frappe de missiles et du plus grand déploiement de missiles super lourds, Khorram-Shahr, utilisé à plusieurs reprises et sans interruption pour bombarder les bases américaines et celles du régime sioniste. Aux États-Unis, le temps reste inflexible. La porte-parole de la Maison-Blanche a déclaré que l'opération militaire américaine ne s'achèverait qu'avec la capitulation inconditionnelle de l'Iran, une ligne rouge que Washington entend maintenir coûte que coûte. Le président veut-il toujours que l'Iran capitule sans condition ? Lorsque le président Trump dit que l'Iran est en position de capitulation sans condition, il n'affirme pas que le régime iranien va l'annoncer lui-même. Le président veut dire que les menaces iraniennes ne seront plus appuyées par un arsenal de missiles balistiques permettant à l'Iran de construire une bombe nucléaire. On peut faire des menaces en l'air, mais s'il n'y a aucune action pour les soutenir, ce ne sont que des paroles. Le président Trump déterminera quand l'Iran sera en position de capitulation sans condition et qu'il ne constituera plus une menace crédible et directe pour les États-Unis et nos alliés. Mais sur le terrain, la réalité s'avère plus compliquée que la rhétorique prononcée. Contrairement aux adversaires que Washington a affrontés au cours des dernières décennies, l'Iran ne joue pas dans la même cour. La République islamique dispose d'un arsenal massif de missiles et de drones qui compliquent sérieusement les calculs du Pentagone. Les médias soulignent que les forces américaines ont déjà dû puiser dans les réserves d'intercepteurs coûteux et difficiles à remplacer pour contrer les attaques iraniennes. Alors que le conflit entre dans sa 3e semaine, l'effort de guerre américain montre des signes inattendus de faiblesse face à un adversaire dont le budget militaire est inférieur au PIB du Vermont, mais qui dispose d'un arsenal de missiles et de drones sans précédent pour les États-Unis. Dans ce climat explosif, les retombées diplomatiques ne se sont pas fait attendre. Le bâtiment du consulat général de la Russie à Ispahan, en Iran, a été endommagé le 8 mars dernier. Moscou a immédiatement dénoncé une violation flagrante du droit international. Le porte-parole du secrétaire général de l'ONU répète toujours la même chose. Nous, comme nous le disons toujours, nous sommes contre les frappes visant des infrastructures civiles d'où qu'elles viennent. Étant donné que cette phrase est constamment répétée sans jamais la moindre variation, alors deux questions se posent. À quoi servent-ils donc tous ces représentants du secrétaire général, tous ces employés du secrétariat? Que font-ils exactement? Alors que les frappes se poursuivent, un autre danger plane sur l'Iran, moins spectaculaire que les missiles, mais potentiellement tout aussi redoutable. L'Organisation mondiale de la santé met en garde contre le phénomène de pluie noire et contre la présence de composés toxiques dans l'air après les attaques visant des installations pétrolières iraniennes. La pluie noire, qui peut s'accompagner de pluies acides selon les conditions, représente effectivement un danger pour la population, en particulier pour les voies respiratoires. Nous sommes en contact avec les hôpitaux et les autorités. Les autorités iraniennes ont d'ailleurs émis une alerte appelant la population à rester à l'intérieur, notamment après les attaques visant des dépôts pétroliers. Ainsi, le bras de fer ne fait que s'intensifier et le Moyen-Orient s'enfonce toujours plus dans la tourmente. À Téhéran, on prévient que la riposte ne fait que commencer. Et dans cette partie où chaque coup peut faire basculer l'équilibre, personne ne semble prêt à baisser les armes. Je suis au cœur de Téhéran, sur la place Enguelab. Les gens se sont rassemblés ici pour rendre un dernier hommage à leur haut responsable militaire. Ce n'est pas une simple cérémonie. L'atmosphère est empreinte de colère et de tristesse, mais aussi d'un sentiment d'unité. Des gens de tous les horizons sont venus ici pour transmettre un seul message: vengeance. On peut entendre scander ces slogans derrière moi: mort à l'Amérique. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? Nous sommes venus rendre hommage aux martyrs. Selon les ordres de notre guide suprême, nous serons toujours là. Les États-Unis sont des criminels. Ils ont tué des enfants. Ils nous ont toujours dit qu'ils ne feraient pas de mal au peuple iranien. Pourquoi mentent-ils alors? Ils harcèlent et attaquent toujours tout le monde. Nous voyons tout. Pourquoi mentez-vous en disant que vous ne faites pas de mal aux Iraniens? Mort à l'Amérique.
Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui? Nous sommes venus rendre hommage aux martyrs et assister à leurs funérailles. Nous sommes ici pour montrer que leur drapeau ne tombera pas. Nous soutenons leur cause et nous hissons leur drapeau. Suite à l'assassinat de ces commandants militaires lors des attaques américaines et israéliennes de la semaine dernière, de nouveaux commandants ont été nommés et les plans stratégiques sont entrés dans une nouvelle phase. La cérémonie se déroule ici et malgré le calme relatif qui règne ici, on entend le bruit des avions de chasse. On rapporte également que des frappes aériennes ont eu lieu aux alentours de la tour Azadi à Téhéran, qui n'est pas loin d'ici. Malgré les attaques, nous restons sur place. La présence de cette foule envoie un message clair aux États-Unis et à Israël. Nous ne nous rendrons pas. Nous connaîtrons la réponse dans les jours à venir. L'armée iranienne, qui contrôle de facto le détroit d'Ormuz, y poserait des mines. Cette information, relayée par CBS News, s'appuie sur des rapports des services de renseignement américains. À Washington, la réaction ne s'est pas fait attendre. Trump a publié un post furieux menaçant l'Iran de conséquences sans précédent. Si l'Iran a placé des mines dans le détroit d'Ormuz et que nous n'en sommes pas informés, nous voulons qu'elles soient retirées immédiatement. Si, pour une raison quelconque, des mines ont été placées et qu'elles ne sont pas retirées sans délai, les conséquences militaires pour l'Iran seront d'une ampleur sans précédent. Si, à l'inverse, il retire ce qui a pu être placé, cela sera un grand pas dans la bonne direction. Le même jour, lors d'un compte-rendu du ministère américain de la guerre, le général Dan Kane a confirmé que les opérations visant à détruire les navires iraniens dans le détroit se poursuivaient. Le nombre de navires iraniens qui seraient équipés de mines et qui auraient été détruits a augmenté au cours de la journée. Donald Trump a d'abord annoncé la destruction de 10 navires, puis le CENTCOM a publié sur X les dernières données, selon lesquelles jusqu'à 16 navires auraient été détruits. Nous réalisons des progrès considérables dans la destruction de la marine iranienne au cours des 10 premiers jours du conflit. Plus de 50 navires de guerre iraniens ont été éliminés depuis le début de la campagne par l'artillerie, les avions de chasse, les bombardiers et des missiles mer-sol. Comme l'a souligné l'amiral Cooper jeudi dernier, nous avons frappé et coulé un navire porte-drone iranien. Aujourd'hui, le commandement central des États-Unis continue de traquer et frapper les mouilleurs de mines, ainsi que les sites de stockage de mines. Ces efforts se poursuivront. Le détroit d'Ormuz est la voie maritime la plus importante par laquelle transitent jusqu'à 20% des cargaisons mondiales de pétrole. Cependant, avec le début des hostilités au Moyen-Orient, l'armée iranienne a déclaré exercer un contrôle total sur le détroit et bloquer le passage de tous les pétroliers, ce qui a déjà entraîné une flambée des prix mondiaux du pétrole. Plusieurs dizaines de pétroliers sont en effet bloqués dans le détroit d'Ormuz. Selon Greenpeace, leur nombre total s'élève à 68. Selon l'agence maritime britannique UKMTO, entre le 28 février et le 11 mars, 17 incidents impliquant des navires battant pavillon de différents pays ont été enregistrés. Outre la menace militaire, la région est également confrontée à un grave problème environnemental lié au déversement de mazout dans les eaux territoriales. Un porte-conteneur battant pavillon japonais, un vraquier battant pavillon des îles Marshall. De son côté, les gardiens de la Révolution ont pour l'instant affirmé avoir frappé 2 navires battant pavillon thaïlandais et libérien qui, selon le communiqué, auraient ignoré les avertissements. Nous réaffirmons fermement que nous ne permettrons jamais qu'un seul litre de pétrole traverse le détroit d'Ormuz au profit des États-Unis, des sionistes et de leurs partenaires. Tout navire ou cargaison de pétrole bénéficiant aux États-Unis, au régime sioniste et à leurs alliés hostiles sera une cible légitime pour nous. Emmanuel Macron prête à l'offensive. Le président français a présidé ce mercredi une visioconférence avec les chefs d'État du G7. Le locataire de l'Elysée a une fois encore tenu les éléments de langage que répètent les États-Unis et Israël pour justifier leur guerre contre l'Iran. Cela fait 11 jours que l'opération contre l'Iran a débuté pour mettre fin à son programme nucléaire et balistique. Nous faisons face aux mêmes conséquences économiques mondiales. C'est pour cela que j'estime important que nous restions en étroite coordination. Emmanuel Macron a aussi suggéré à ses homologues du G7 d'appeler les autres pays à s'abstenir de toute restriction aux exportations de pétrole et de gaz qui pourraient déstabiliser les marchés. Le président français invite aussi ses homologues à se coordonner pour créer une mission afin de rétablir la liberté de navigation dans le détroit d'Ormuz, actuellement bloqué par les gardiens de la Révolution. Nous avons acté les 3 axes que la France avait pu déjà définir pour elle-même. La présence en Méditerranée orientale, la libre circulation en mer Rouge de Suez à Bab el-Mandeb, avec un exercice qui existe déjà à l'opération dite Aspides, à laquelle nous contribuons. Enfin, la nécessité de mettre en place un travail qui prendra plusieurs semaines, mais de coordination de plusieurs marines pour pouvoir escorter au moment voulu et assurer la libre circulation dans le détroit d'Ormuz. Les conditions aujourd'hui ne sont pas remplies. Le détroit est un théâtre de guerre, mais ce travail doit être organisé, c'est ce que nous avons proposé de préparer
avec en parallèle un travail avec les compagnies maritimes, les transporteurs et les assureurs. Navigation toujours très compliquée dans le détroit d'Ormuz. Ce mercredi, plusieurs flottes ont été visées par des projectiles. Dans ce contexte, les 32 pays membres de l'Agence internationale de l'énergie ont décidé à l'unanimité de libérer 400 millions de barils de pétrole provenant de leurs réserves stratégiques. Il s'agit du déblocage le plus important de l'histoire de l'institution dans le but de calmer les marchés. Like, commente et partage. Merci mon frère. Merci d'être passé par ici.